Alors, pourquoi sortir de l'euro? On a déjà, je pense, quelques éléments de réponse. Mais allons un peu plus loin. Il faut, et c'est le point central, annuler la dette, c'est-à-dire déclarer le défaut. Tous les pays concernés doivent annoncer le défaut et annuler leur dette. Ils ne pourront pas rembourser. Les plans d'austérité ouvrent la voie à la misère, à la précarité et au chaos moral et social et au développement de l'extrême droite, comme on le voit partout en Europe. Voilà le système de Bruxelles, voilà le projet qui nous est proposé et qu'on voit se dérouler tous les jours. Alors, émettons l'hypothèse que la Grèce ou la France ou tout autre pays, le raisonnement est le même pour chaque pays, mais prenons l'exemple grec, puisque la Grèce a été le premier, disons, touché par le phénomène. Imaginons que la Grèce annonce le défaut. Annoncer le défaut, ça veut dire qu'on ne paye plus le capital, qu'on ne paye plus les intérêts, et qu'on ne rembourse plus le capital à ceux qui ont acheté des bons du Trésor. Hein, comme ça se fait régulièrement. Annoncer le défaut, je ne dirais pas que c'est banal, mais dans l'histoire économique et financière, il y a des dizaines et des dizaines de défauts. Les derniers défauts, c'est Dubaï, il y a 3 ans, c'est l'Argentine, c'est la Russie, enfin bon, l'Islande, oui, pour d'autres raisons. Alors, admettons que la Grèce ou la France annonce le défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une décision, soit un vote du Parlement, soit un référendum d'ailleurs, pourquoi pas, où le résultat c'est on ne paye plus. Voilà, on ne paye plus. Et la première chose qu'il faut noter, que ne comprennent pas les gens, c'est que annoncer le défaut inverse immédiatement le rapport des forces. Immédiatement. Quand un pays est sous la pression à des dettes, il est sous la pression de ses créanciers, qui le harcèlent sans arrêt, rembourse. Mais lorsque le pays annonce qu'il ne rembourse plus, les créanciers viennent ramper pour obtenir quelques miettes. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une inversion du rapport des forces. Parce que c'est le gouvernement qui décide de faire défaut, qui détient désormais le pouvoir sur les créanciers. Celui de rembourser ou de ne pas rembourser, ou de rembourser partiellement, à tel ou tel taux et dans telle ou telle condition. Ça, c'est très important à expliquer. Parce que les gens se disent, on n'a pas le choix. Non, évidemment, on a le choix. Donc il faut s'engager dans cette perspective politique. Et puis, après, une fois qu'on a annoncé le défaut, il faut restructurer la dette. Restructurer la dette, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde ne sera pas sanctionné, que certains seront remboursés. Les ménages modestes, par exemple, ou les classes moyennes qui détiennent directement ou indirectement des bons du Trésor. Il y a une tradition dans beaucoup de pays d'acheter des bons du Trésor parce que ce sont des titres solides, fiables, garantis par l'État, dont l'utilité relève plus ou moins de l'intérêt général et qui offrent un petit rendement. Donc, pas mal de gens, en France particulièrement, en Italie, dans certains pays, pas partout, il y a des aspects culturels aussi à cela, détiennent des bons du Trésor. Pourquoi les sanctionner? Pourquoi ne pas les rembourser? Ça, c'est ceux qui détiennent des bons du Trésor directs. Mais il y a aussi des bons du Trésor détenus de manière indirecte. Les personnes qui ont des parts de SICAV, par exemple, dans lesquelles il y a des bons du Trésor. Les personnes qui, malheureusement, se sont laissées séduire par l'épargne salariale, ou qui n'ont pas le choix, tout simplement, et dont les fonds détiennent une partie de bons du Trésor. Les personnes qui se sont fait littéralement avoir par les fonds de pension et qui, dans leur actif, ces fonds de pension ont des bons du Trésor. Ceux-là, il ne faut pas les sanctionner. Il faut trouver des formules pour les rembourser.
et les rembourser par création monétaire, d'ailleurs, on le verra, pas sur le budget de l'État. Alors, il y a les remboursements, et puis il y a les refus de remboursement. Les banques, ceux qui ont spéculé, ne doivent pas être remboursés. Pourquoi faudrait-il rembourser les spéculateurs? Pourquoi donner de l'argent à ceux qui n'arrêtent pas d'acheter, de vendre, en spéculant sur l'évolution des taux d'intérêt des pays les plus en difficulté, ne faisant qu'aggraver les difficultés de ces pays? Donc, pas de remboursement. Alors, la suite elle est logique. C'est un pays qui fait ça ne pourra plus emprunter auprès des marchés financiers. C'est logique. Puisque le pays ne rembourse plus les marchés financiers, on ne voit pas pourquoi les marchés financiers continueraient à l'emprunter. Alors, là, on voit des socialistes, des gens de droite hurler en disant « Mais vous êtes fous, comment vous allez financer la dette qui reste, comment vous allez financer la trésorerie de l'État, comment vous allez financer les investissements publics, puisque vous ne remboursez plus les marchés financiers. » Ben, c'est très simple. Non seulement on ne rembourse plus les marchés financiers, mais on commence à démanteler les marchés financiers. Je disais tout à l'heure que le slogan de régulation des marchés financiers était valable il y a quelques années, c'était valable. Mais aujourd'hui, c'est une fable pour endormir les enfants. Le problème n'est plus de réguler les marchés financiers. Le problème est de démanteler les marchés financiers. Alors les marchés financiers, c'est plusieurs choses. Et l'un des piliers des marchés financiers, c'est le marché obligataire, c'est-à-dire le marché sur lequel s'achètent et se vendent les bons du trésor des États, émis par les États. Il faut fermer le marché obligataire, purement et simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États, ne pouvant plus faire appel au marché financier pour placer leurs bons du trésor, décident de fermer le marché obligataire. Alors comment se financer? Ben, il y a trois moyens de se financer. Le premier moyen, c'est de faire appel à l'EPA national. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en Italie il y a quelques jours. Il y a eu une émission obligataire avec une sorte de sursaut national, un peu illusoire et démagogique d'ailleurs, pour inviter les Italiens à souscrire un commandant de guerre. Pendant les guerres, les gouvernements appellent la population à donner de l'or, à vendre leur or, et à acheter des bons du trésor pour financer la guerre. Mais là, on retrouve ce genre de comportement. On fait appel à l'EPA national. Oui, l'EPA national est un élément permettant de capter des fonds pour financer l'effort public. Mais il y a un deuxième moyen. Ce deuxième moyen, c'est d'imposer aux banques et aux compagnies d'assurance l'achat obligatoire de quotas de bons du trésor. Je disais tout à l'heure qu'en France, le gouvernement émet en moyenne 8 milliards d'euros tous les jeudis. Et ça veut dire que tous les jeudis, sur les 8 milliards, il y en a peut-être un qui viendra de l'épargne nationale, et puis il y en aura 4 qui viendront des quotas qui seront imposés aux banques et aux compagnies d'assurance, avec un taux d'intérêt très faible, 0,5%, quelque chose comme ça. Troisième moyen de financer l'État, c'est la création monétaire. C'est-à-dire que la Banque centrale est réquisitionnée, la Banque de France, la Banque de Grèce. Les banques centrales sont réquisitionnées dans l'immédiat, avant qu'une loi normalise la situation, pour que les banques centrales soient à nouveau autorisées à faire des avances aux États. Et donc sur les 8 milliards hebdomadaires, il y en a un qui vient de l'épargne nationale, par exemple, 4 qui viennent des quotas imposés obligatoirement aux banques et compagnies d'assurance, ça fait 5, 3 qui viennent d'une avance de la Banque centrale. Et on finance l'État de cette manière. Et le marché financier n'est plus alimenté par l'achat de titres,
et on ferme le marché primaire, c'est-à-dire là où il y a l'émission en premier, où on émet les titres en premier, comme on ferme le marché secondaire, c'est-à-dire les détenteurs, les acheteurs de ces titres ne peuvent plus les revendre. Parce que la spéculation, elle se fait à la revente. On achète 100, on revend 150. C'est là que se fait la spéculation, sur le marché secondaire, à la revente. Le marché obligataire est fermé sur le côté primaire et sur le côté secondaire. Alors on se pourrait dire, oui, c'est quand même particulièrement cruel, parce que ceux qui détiennent des bons du Trésor, ils ont prêté de l'argent à l'État. Il faut quand même que l'État leur rembourse un jour. Oui, l'État rembourse, par exemple, les ménages qui ont acheté des bons du Trésor, à 10 ans, par exemple, eh bien, ils reçoivent à 10 ans le remboursement de leur capital. Ils reçoivent le taux d'intérêt tous les ans. Il n'y a pas de problème. Alors, on pourrait se dire, oui, mais s'il y a un aléa au cours de ces 10 ans, et il y en a toujours, un décès, un chômage, un problème familial grave, bah, on applique la règle qui s'applique pour l'épargne salariale. Ceux qui ont de l'épargne salariale le savent bien. L'épargne salariale, elle est bloquée, sauf incident. Et ben, on applique la même règle. Il n'y a pas besoin d'inventer des usines à gaz, c'est pas compliqué. Et les gens peuvent retirer, peuvent revendre à l'État, pas sur les circuits financiers. Bref, on voit que si on s'engage dans cette voie, et je termine dans 5 minutes, si on s'engage dans cette voie, on a violé un nombre incalculable d'articles du traité de Lisbonne. C'est manifeste. Et on commence à avoir un problème avec nos amis européens. Alors, la solution la plus efficace, c'est de sortir de l'euro. Parce que la sortie de l'euro permettra de faire tout ceci de manière efficace, sans être englué dans une bataille juridique pour vérifier si telle clause du traité a été appliquée ou non. Et on se mettra à l'abri du risque que l'opposition de droite saisisse le Conseil constitutionnel au motif que la violation du traité de Lisbonne par le gouvernement français, ou le Parlement, n'est pas conforme à la Constitution, parce que la dernière révision constitutionnelle, après l'adoption du traité de Lisbonne, a inclus l'expression traité de Lisbonne dans la Constitution française. C'est le titre 15. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que violer un article du traité de Lisbonne, désobéir au traité de Lisbonne, c'est devenu anticonstitutionnel. Et donc, certes, violer le traité de Lisbonne exposerait le pays, ça donnerait cette activité aux sanctions habituelles prévues par la Commission européenne, mais les amendes, par exemple, et là, dans le cadre que j'ai évoqué, les amendes réclamées par la Commission européenne seraient payées par création monétaire. Hein, ce serait amusant. Hein, la Banque centrale, ils peuvent y aller. Hein, il suffit de dire, ben voilà. Hein. Alors, ça c'est rien. Mais le plus difficile serait l'aspect constitutionnel, où il y aurait une guérilla constitutionnelle, juridique, etc., qui polluerait le débat politique, compliquerait la situation, et, je pense, ne permettrait pas de se concentrer sur l'essentiel, ferait diversion, parce que ce sont des sujets complexes, et la masse de la population serait totalement dépassée par ce débat inintéressant qui porterait sur des aspects juridiques trop compliqués. Donc, soyons simples, efficaces, sortons du système, sortons de l'Union européenne, sortons de l'euro. Alors, évidemment, tout ça ne suffit pas. C'est un élément nécessaire, indispensable, mais qui n'est pas suffisant. Comme le disait René tout à l'heure, une fois qu'on aura scié les barreaux de l'euro et qu'on se retrouvera dans la rue,
il faut savoir si on tourne à gauche ou si on tourne à droite. Parce que selon la direction que l'on choisira, on peut revenir à la case prison assez vite. Il faut tourner à gauche quand on sort de l'euro. Et c'est précisément pour mener des politiques de gauche qu'il faut sortir de l'euro. Parce que l'euro empêche les politiques de gauche. Alors je disais que je m'étais arrêté aux banques. Les banques, il faut les nationaliser, ainsi que les compagnies d'assurance. Il faut imposer l'encadrement du crédit et la sélectivité du crédit. Il faut remettre la main sur la banque centrale, comme la France, la Banque de Grèce. Il faut que le franc, la drachme, la lyre soient non convertibles. C'est la condition pour éviter la fuite des capitaux et la spéculation. Il faut mettre en place le contrôle d'échange et le contrôle des mouvements de capitaux. Il faut prendre des mesures protectionnistes internationalistes, c'est-à-dire faire en sorte que un gouvernement de gauche, par exemple, qui viendrait aux affaires, propose à tous les pays avec lesquels la France a des échanges commerciaux de passer des accords bilatéraux de coopération commerciale sur la base de la charte de La Havane, c'est-à-dire le texte qui a été signé par 53 pays en 1948 et qui n'a pas vu le jour parce que le Sénat américain, au dernier moment, n'a pas voulu ratifier le texte. Et que prévoyait ce texte? Eh bien, il prévoyait un système de commerce international qui n'était pas fondé sur le libre-échange, c'est-à-dire la guerre commerciale et la mise en concurrence des travailleurs à l'échelle planétaire, mais l'équilibre de la balance des paiements. Et donc, c'est très simple. On propose à chaque pays un accord bilatéral fondé sur l'équilibre de la balance des paiements. Et pour revenir à l'équilibre, eh bien, on trouve un accord sur 5, 10, 15, 20 ans, s'il le faut, pour que les échanges soient équilibrés. Ceux qui ne veulent pas construire ce nouvel ordre commercial mondial s'exposeront à des mesures protectionnistes. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire des quotas d'importation et une augmentation des droits de douane sur les produits, sur un certain nombre de produits. Alors, bon, voilà un certain nombre de réflexions. Si on veut sortir de la crise, si on veut relancer le progrès social et démocratique, si on veut éviter l'écrasement social, moral qui se prépare, il faut sortir de l'euro et de l'Union européenne.